All right. Allez, on commence. Donc, on va continuer où on s'est arrêté avec Marx 2.13. Lors du séminaire avec Judith Revel, j'avais proposé 4 dimensions pour cartographier le travail en théorie et en pratique que nous pourrions être en mesure de faire sur la base de la lignée théorique qui va donc des écrits de Marx sur les vols des bois aux travaux de Foucault sur la société punitive, en passant par les historiens anglais, les Critical Legal Studies, la criminologie critique, les études subalternes, James C. Scott et bien d'autres encore, pour essayer de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Alors j'avais proposé 4 dimensions qui pouvaient se comprendre dans l'espace et puis un 4e qui pourrait se comprendre dans le temps. Alors la première dimension concernerait donc les mécanismes de gouvernement ou de gouvernance. Ça, c'est donc le domaine de ce que Foucault a appelé, un peu maladroitement, la gouvernementalité. Mot qui ne roule pas sur la langue. Foucault a commencé à nommer le terme gouvernementalité, comme vous savez, après surveiller et punir, lorsque, avec un peu de recul sur ce texte, il s'était inquiété de s'être trop concentré sur les processus ouvertement coercitifs du système pénitentiaire et de ne pas avoir passé assez de temps sur les formes plus douces de gouvernance, telles que le pouvoir pastoral. Et donc tout ce travail et ce changement de route lui a conduit finalement à étudier le pouvoir pastoral, mais ensuite le néolibéralisme, par exemple, et éventuellement un retour aux anciens. Donc, moi, je considère que tous ces exercices de pouvoir, que ce soit disciplinaire, biopolitique, néolibéral, sont des formes de gouvernance. Et je pense qu'il est utile de les considérer selon cette première dimension comme ayant tendance à être top-down, okay? Des formes de répression, de domination, de gouvernementalité, d'asymétrie dans les relations de pouvoir. Vous vous rappelez peut-être que Foucault avait dit qu'il n'y avait pas de gouvernementalité dans le socialisme. C'est un petit passage qu'il avait dit dans Sécurité, territoire, population, ou bien naissance de la biopolitique. Là aussi, je ne serais pas d'accord. Il faut simplement trouver les moyens qui sont exercés, les pratiques. Mais la gouvernementalité ne se limite pas donc au néolibéralisme ou aux autres formes plus douces des exercices de pouvoir. Tony Negri, lui, s'est opposé un peu à ce travail, à ce type de travail, craignant que ce type de travail soit démobilisateur pour les gens, que si on se concentre trop sur les variétés, l'omniprésence, l'irréducibilité des formes de domination, l'inéluctabilité des formes de domination, qu'on finirait par être en fait démobilisé. Et lui, il préférait se concentrer sur les formes de résistance. La deuxième dimension, on arrivera. Mais je pense qu'il est utile de comprendre, et aussi en théorie et en pratique, comme Marx le suggère dans les thèses, les différentes variations des formes de coercition. Ainsi, selon cette dimension, il y a eu beaucoup de travail productif sur ce que Loïc Wacan appelait dans Punishing the Poor
ou bien moi aussi dans The Illusion of Free Markets, et d'autres, ce qu'on a appelé la pénalité néolibérale, ce mélange étrange de laisser-faire dans le domaine économique et d'un État policier dans la sphère pénale, ou sur les formes contemporaines de la contre-révolution, dans lesquelles le paradigme guerrier de la contre-insurrection, ou de ce qu'on appelle en France la guerre moderne, s'est retourné ou a été utilisé pour se retourner contre ses propres citoyens, ou sur la manière dont ces nouvelles formes de contre-révolution peuvent devenir, comme un caméléon, nationaliste blanc ou même fasciste. Alors sur cette première dimension, les questions du sujet et de la subjectivité sont tout aussi importantes que pour la seconde dimension. On pense beaucoup plus à la subjectivation en ce qui concerne les résistances, mais elle est tout aussi importante en ce qui concerne les formes de domination. Ici, il s'agirait de comprendre, par exemple, aux États-Unis, comment l'ancien président Donald Trump interpelle les autres et les interpelle à travers un spectre socio-économique assez large, donc depuis les milliardaires comme Elon Musk jusqu'à la base très précaire des MAGA supporters. Comment est-ce qu'il leur donne le sentiment d'être victimisés? Comment est-ce qu'il les incite à s'en prendre aux immigrés, par exemple, ou aux personnes de couleur, comme la communauté haïtienne de Springfield, en Illinois? Les Haïtiens immigrants, en fait, sont en fait le bouc émissaire parfait pour Trump. Ils sont noirs, ils sont immigrés, ils viennent d'un pays que Trump, pendant qu'il était président, avait appelé un shithole country, un pays de merde, d'après ses propres mots. Donc ça regroupe en fait toutes les formes d'interpellation de certaines personnes pour créer un sentiment à la fois de victimisation, mais aussi de haine et de domination. Le travail ici, le long des lignes de la subjectivité, serait de comprendre comment, par exemple, la classe ouvrière ou les personnes précaires qui auraient fait partie du prolétariat il y a des décennies peuvent être subjectivées dans le groupe dominant et répressif. C'est ce qui a rendu la discussion, je pense, avec Judith Revel sur les gilets jaunes si intéressante. Donc je ne veux pas dire que les gilets jaunes sont l'équivalent de la base du MAGA ou quoi que ce soit, mais leur profil socio-économique défie les analyses plus traditionnelles. Et on pourrait se demander comment des gens qui auraient formé la base, disons, du Parti communiste français il y a seulement quelques décennies, qui vivaient à l'époque dans les enceintes rouges, soient aujourd'hui des partisans assez anarchés du Rassemblement national, entre autres. Ou comment ça mènerait en Italie au pouvoir, donc, un Premier ministre, Giorgia Meloni, qui représente les Frères d'Italie. Alors là, bien sûr, il y a tout un travail énorme à faire, et c'est le genre de travail que Foucault a fait dans La société punitive et dans Surveiller et punir, pour comprendre comment les formes de moralisation ont été déployées au XIXe siècle par ceux qui étaient privilégiés pour insulter, pour dompter les classes populaires, comment les travailleurs ont été transformés à cette époque-là, comment la classe populaire a été transformée dans le XIXe siècle en bêtes immorales, par exemple, qui pouvaient être exploitées. Et Foucault, dans son travail, dans La société punitive, il rassemble tous ces discours, des discours vraiment... c'est un discours vraiment brutal
sur l'échec moral de la classe ouvrière. C'est des passages de juristes, de réformateurs de l'époque napoléonienne qui désignaient les classes populaires comme une race abattardie. Alors là, on se retrouve, je crois que c'est à la page 167, par exemple, de la société punitive. Et vous savez, c'est pas très différent. Et là, c'est tout le travail qu'il faudrait faire. Ce n'est pas très différent, en fait, de penseurs comme Edward Banfield ou bien James Q. Wilson aux États-Unis, qui ont développé toute une théorie morale de ce qu'ils appelaient the present-orientedness of the lower class. Enfin, donc Banfield, c'était un grand penseur politique, énormément influentiel aux États-Unis, le maître de James Q. Wilson, qui lui aussi était un penseur énormément influentiel aux États-Unis. James Q. Wilson, qui a inventé toutes les théories de la criminalité qui sont courantes aujourd'hui, qui a inventé la théorie des 6%, par exemple, les noyaux durs, qui a inventé la théorie de la vitre brisée. Enfin, c'était un grand inventeur de théories de la criminalité. Et c'était tout basé sur cette idée que la classe populaire, enfin, et pour lui c'était racisé, hein, c'était pas, hein, mais que le peuple a une orientation présentiste, au lieu d'avoir une orientation vers le futur. Ok. Et du reste, Banfield lui-même avait écrit un livre. Il est allé en Italie pour son sabbatique avec sa femme. Il ne parlait pas l'italien. Sa femme parlait l'italien, donc c'est sa femme qui faisait les entretiens. Mais à partir des entretiens, il a écrit un livre sur the moral backwardness of a society. The moral backwardness of a society. Je pourrais trouver le livre. Et c'était sur le sud de l'Italie, qui avait aussi ce phénomène d'être present-oriented, qui n'arrivait pas à mettre n'arrivaient pas à contrôler leurs propres désirs et leurs impulsions. C'était vraiment ça. Donc c'est une moralisation qui continue aujourd'hui. Hein. Mais on l'entendait très bien, mais c'est ce qu'il faisait dans la société punitive, c'est d'essayer de comprendre comment la moralisation comme ça a été utilisée. Là, il prend un texte de Target, homme de loi de l'Ancien Régime, début du 19e siècle, qui écrit là, donc les mots de Target, là, des âmes dures, sèches, farouches, dénuées d'idées morales, n'obéiront qu'à leurs grossières sensations. La paresse, la débauche, l'avidité, l'envie se montreront ennemis irréconciliables de la sagesse et du travail, de l'économie et de la propriété. Là pulluleront les délits et des crimes de toute espèce, moins dans la masse de la nation que dans la lie de cette peuplade étrangère au caractère général qui s'est formée à côté du vrai peuple par la force des circonstances et des habitudes accumulées pendant des siècles. Presque toujours, pour une telle nation, les peines doivent être mesurées sur la nature de cette race abattardie, qui est le foyer des crimes, et dont la régénération se laisse à peine entrevoir après une longue suite d'années du gouvernement le plus sage. Description donc des classes populaires. Et ces formes de moralisation sont les mécanismes de subjectivation des personnes qui occupent des positions privilégiées. Pas seulement des pauvres, c'est pas seulement la subjectivation des pauvres ici. Et on devrait étudier comment donc les personnes en position plus dominante dans la société sont amenées à diaboliser les personnes en situation précaire. C'est dans quelle leçon
C'est pas la même pagination pour les... Oh là 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 là, ce qu'ils font chier. Là. 28 février 73. 28 février 73. C'est vers la fin. Ouais, 4 pages avant la fin. Donc il y a des autres passages aussi dans le contexte rural. Là, c'était dans le contexte urbain. Bon, vous vous souviendrez donc que Foucault avait souligné qu'il n'y a pas d'espace où nous ne sommes pas gouvernés. Vous vous rappelez peut-être, c'est la question de la critique. C'est ce qu'il dit dans « Qu'est-ce que la critique ?» sa conférence en 1960, à peu près 1978, où il essaye de définir ce qu'est la critique. Ce qu'est la critique, en fait, c'est de savoir comment ne pas être gouverné de cette manière. Vous vous rappelez peut-être, hein, de ne pas être gouverné de cette manière. Mais l'importance ici, c'est que on est toujours gouverné. C'est pas de ne pas être gouverné, n'est-ce pas? C'était pas un libéralisme qu'il proposait, une idée d'être... Enfin, il y a des moments où je crois qu'il dit peut-être moins gouverné, mais ce serait une erreur de penser qu'on pourrait être moins gouverné. Hein. On est gouverné. Sa question, c'est comment est-ce qu'on est gouverné? Quelle est la manière dont on est gouverné? Et comment est-ce qu'on peut résister d'être gouverné comme ceci? Et dans le même ordre d'idée, je dirais qu'il est utile d'étudier la manière dont nous sommes gouvernés aujourd'hui. En fait, c'est peut-être là la seule façon de progresser sur la deuxième dimension de la résistance et de la rébellion. Ok, alors la deuxième dimension concerne tous les mécanismes de résistance, de révolte, leurs différentes formes au fil du temps, leur évolution, la manière dont les gens sont formés à devenir des personnes qui s'opposent. Alors, dans cette perspective, bien sûr, et il y a du travail énorme qui a été fait sur cette dimension. On peut étudier, par exemple, le fonctionnement du concept moderne de révolution. Okay? Concept, donc, une façon de résister. L'idée moderne de la révolution, c'est Reinhard Koselleck qui a fait tout ce travail, bien sûr, particulièrement dans son essai intitulé « Critique historique du concept moderne de la révolution ». Le fait est que l'idée de la révolution moderne qu'on attribue à la révolution française, américaine, anglaise, russe, etc., c'est un événement qui s'est développé, une manière d'analyser cette révolution et d'y penser, et la manière dont elle s'est pratiquée, c'est un événement qui s'est réalisé à partir du XVIe, XVIIe siècle. Okay? De penser, et Koselleck fait tout ce travail étymologique de comment est-ce qu'on pense à la révolution. Anciennement, bien sûr, dans le monde grec, la révolution, c'était l'idée, bien sûr, du cycle de la progression des différentes constitutions, n'est-ce pas? Que ce soit la démocratie qui ensuite devient, enfin la monarchie qui devient les différentes formes. Donc les différentes formes, ce sont des cycles, c'est une révolution, c'est des révolutions qui se passent comme les étoiles, n'est-ce pas? C'est une manière très différente de penser à la révolution, et le concept moderne de la révolution se produit vraiment avec un passage de la notion de révolution politique à celle d'une révolution sociale, n'est-ce pas? Donc l'idée qu'une révolution a pour but le changement social, c'est une idée nouvelle, d'il y a quelques siècles.
qu'on chercherait, comme Koselleck dit, l'émancipation sociale de tous les hommes, la transformation de la structure sociale. Donc, Koselleck a donc établi un contraste entre la conception moderne et les termes utilisés au Moyen-Âge, par exemple. Et aujourd'hui, des termes qui sont beaucoup plus contemporains. Enfin, on utilise beaucoup plus aujourd'hui les termes du Moyen-Âge en ce qui concerne ces formes de résistance et de révolte. Soulèvement, insurrection, émeute, révolte, rébellion, guerre civile, etc. Ce sont des termes qui sont différents de la révolution conçue comme la révolution moderne. Donc, il faut prêter attention à ces différences. On le fera, par exemple, certainement lorsqu'on reviendra à l'essai de Marx, le 18 Brumaire, bien sûr, dans lequel Marx tente d'actualiser sur le plan philosophique une conception matérialiste de l'histoire mise en évidence par le déroulement de différentes étapes donc de bouleversements politiques, une insurrection plus populaire en février 1848, une période bourgeoise après ça, une république bourgeoise, l'insurrection de juin, une république parlementaire, ensuite le coup de main de Bonaparte, le 1er et 2 décembre 1851. Ce sont des formes différentes, des transformations de formes différentes de résistance et de répression. Alors, on entend très bien que c'est ce que Foucault est en train de faire dans Théorie et institutions pénales en 1972. Okay? Il est en train, quand il étudie les nu-pieds et la révolte des nu-pieds en Normandie en 1639, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est il essaye de comprendre quelles sont ces formes de résistance. Comment est-ce que la population est subjectivée en résistant, en révolutionnaire. On l'entend très bien, il fait toute une étude de comment se passe et comment s'internalise cette évolution qui mènera donc à la révolte des nu-pieds. Ça commence, il explique, par une émeute fiscale. Okay, donc il explique, ça c'est la leçon du 24 novembre 71, ça commence par une émeute fiscale, c'est la suppression d'un privilège que détenait la Basse-Normandie, c'était le privilège du quart-bouillon, récolte libre de sel, revente, et donc ensuite il y a il y a des impôts sur le vin en 1631, il y a des impôts sur l'étoile, il y a le taux de la taille qui augmente, et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a qu'il essaye d'expliquer, donc il essaye vraiment de faire un trajet à travers toutes les différentes subjectivités qui font face à ces transformations. C'est les bourgeois et les propriétaires qui sont les premiers à résister. Okay, c'est parce que c'est eux qui doivent payer les impôts, etc. Right? Et donc c'est dans une situation triangulée où il y a d'un côté les paysans, de l'autre côté les marchands, les bourgeois, de l'autre côté la monarchie. Et c'est dans ce contexte-là que les émeutes commencent parmi les propriétaires. Ce sont des émeutes antifiscales, et puis éventuellement ça déclenche, enfin donc il fait un long trajet à travers ça déclenche une sédition populaire. Okay. Éventuellement, ce sont donc les paysans qui font partie de cette résistance à la monarchie, qui soulèvent des troupes et qui sont gérés par cette figure de Jean Nu-Pieds, qui lui-même donnait des ordres au nom
du roi et qui donc soulève toute une armée de paysans qui font résistance, levée de troupes, organisation militaire. Il y avait une discipline stricte parmi les nu-pieds, il y avait des pendaisons quand il y avait des soldats qui étaient désobéissants. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans ce travail, d'essayer de comprendre comment la résistance se forme, comment elle change, comment elle se transforme, exactement ce que Marx faisait en partie dans Les Vols de bois, et que James C. Scott ferait dans le contexte des infrapolitics et des actes ordinaires de soulèvement. Et bien sûr, c'est dans théorie institution pénale, c'est complètement entrelacé avec la première dimension de la répression, parce que ce sont des réactions et la répression qui va suivre, donc de Richelieu, du chancelier Séguier, toutes ces formes de répression viseront exactement d'écarter, de créer des ruptures entre la classe populaire et les propriétaires, etc. Donc, il faut comprendre les formes de résistance pour comprendre les formes de répression, n'est-ce pas? Et c'est tout. Il y a toute une chorégraphie de ce qui s'est fait. Donc, avec cette répression, le fait, par exemple, que l'armée intervient d'abord, avant la justice. Donc il y a toute une analyse du fait que il y a une lente entrée militaire d'abord, qui sera suivie après une longue intervalle, des doubles intervalles, des décalages. Après l'intervention de l'armée, il y aura l'intervention de la justice qui viendra pour donc mettre en justice ceux qui s'étaient les nu-pieds, donc qui s'étaient levés à 6000 personnes sous les armes, et que c'est à partir de ce moment-là, Foucault, lui, il essaye de déchiffrer un certain appareil d'État qui se met en place, un appareil d'État civil, judiciaire, et donc qu'il y a toute une historicité au fait que l'appareil d'État apparaît. Et bien sûr, tout ça, c'est en conversation avec le travail d'Althusser. Et ce qu'il est en train de faire dans théorie institution pénale, c'est d'essayer de démontrer qu'on ne peut pas parler en termes abstraits de l'appareil d'État, mais qu'il faut plutôt en faire une histoire et voir comment elle apparaît, comment elle se présente à une époque précise. Et que c'est précisément dans ce contexte-là que le système pénal émerge. Comme il nous dit le 26 janvier 1972, l'envers du système répressif, ce n'est pas la délinquance, c'est la lutte populaire, la lutte du peuple contre le pouvoir. C'est à cela que répond un système répressif. Donc là, il est encore dans le contexte d'une théorie de la plèbe séditieuse qu'il changera plus tard. Mais c'est assez clair que c'est dans ce contexte-là qu'il place le domaine pénal, l'émergence du pénal et de la pénalité et de tout le système juridique pénal, une transformation, comme il écrit, ou comme il dit, le 1er mars 1972, l'autre effet caractéristique de cette transformation, c'est qu'au cœur du droit pénal
ce qu'on trouve, ce n'est plus la vengeance, la réplique, la guerre et la réparation, c'est le pouvoir, l'obéissance et la punition. Et donc émerge la pénalité qui, pour lui, comme il le dit, la pénalité est de fond en comble politique. Okay? Donc il faut tout comprendre, les formes de répression pénale comme étant des formes politiques. Bon, c'est dans cette... bon, ce sera plus tard, dans la période après la Révolution, entre 1825 et 1848, qu'il dira que les relations sociales s'apparentent donc à une guerre sociale. Okay? Mais tout le travail, c'est de comprendre les résistances et les formes de répression pour comprendre leur historicité, pour comprendre la manière dont ils forment les individus. À ce moment-là, après la Révolution, ce sera donc à travers le prisme de la guerre civile qui voudra essayer de comprendre les relations sociales. Et ce qu'il essaye de distinguer très clairement, c'est son idée de la guerre sociale ou de la guerre civile, qui veut distinguer donc de la guerre de tous contre tous de Hobbes. Okay? Pour lui, ce n'est pas une guerre de tous contre tous qui serait mise à fin par la création d'une république, d'un Commonwealth, n'est-ce pas? C'est dans le contexte civil, dans le contexte du Commonwealth, qu'il y a une guerre civile qui se passe. Il veut distinguer ça aussi de la guerre des classes de Marx, ce qui est un peu difficile à cette époque-là parce que c'est son époque peut-être le plus marxisant. Donc c'est pas toujours clair quels sont les points de rupture. Quand il définit la guerre civile, du reste, Foucault désigne cette guerre comme, de ces mots, la guerre des riches contre les pauvres, des propriétaires contre ceux qui n'ont rien, des patrons contre les prolétaires. Donc on entend vraiment Marx, bien qu'il veut se distinguer, et il se distinguera éventuellement. Aussi, il veut se distinguer de Clausewitz, bien sûr, et d'inverser la formule clausewitzienne, de sorte que la politique devienne la continuation de la guerre par d'autres moyens. Mais sur quoi ça débouche, tout ça? Éventuellement, ça débouche sur l'étude des prisons, des colonies, des armées, de la police, tous des moyens pour casser l'illégalisme populaire. Et donc c'est tout le trajet qu'il va faire depuis les institutions pénales jusqu'à la société punitive, où il nous dira le 21 février 1973, prison, colonie, armée, police, tout cela a été autant de moyens pour casser l'illégalisme populaire et empêcher que ces techniques ne soient appliquées à la propriété bourgeoise. Okay? Alors donc, cette seconde dimension, elle pourrait conduire aujourd'hui à examiner les nouvelles formes de résistance, de soulèvement, ce qu'on a vu par exemple dans le mouvement Occupy Wall Street avec political disobedience, une nouvelle forme de désobéissance, non pas civile mais politique, je dirais, de la désobéissance politique. Toutes les autres formes de résistance, les zones autonomes temporaires, les zones à défendre, les grèves, occupations, assemblées, hacktivism, etc. Toutes les formes de praxis. Et bien sûr, dans tout ça, la question du sujet se pose à nouveau. Il s'agit d'explorer la manière dont les subjectivités de résistance sont façonnées, transformées, vécues. Encore une fois, E.P. Thompson, ce serait important d'y retourner pour cette idée de l'économie morale, n'est-ce pas? L'économie morale de ceux qui résistent.
tout comme le travail de Scott sur les actes ordinaires. Dans certaines conditions de répression, on pourrait dire, les gens résisteront de manière cachée, discrète, sans essayer de se manifester. Il pourrait s'agir ici d'une désertion de l'armée, d'un ralentissement de travail. Et on pourrait étudier tout ce qu'on appelle aujourd'hui slow quitting, right? Etc. All right. Et vous connaissez bien, j'imagine, les travaux de Thompson, mais c'était vraiment brillant d'essayer de démontrer en fait que ce n'était pas simplement des émeutes, mais que c'était politique et moral, n'est-ce pas? Et pour Thompson, ça se comprenait parce que les ouvriers se prenaient à la machinerie, right? Ils attaquaient la machinerie. Et il fallait donc comprendre que c'était une réaction morale contre le développement de ces machines, qui était c'était leur source c'était leur seule source d'argent, de salaire. De s'attaquer aux machines, c'était de s'attaquer à leur propre survie, en fait. Mais ils le faisaient parce que c'était une question morale et pas simplement dans la foulée un énervement. Ok. Troisième dimension, ce serait d'étudier les continuités, les discontinuités entre résistance et répression, la façon dont le terme crime, par exemple, est utilisé ici. C'est tout le travail de Foucault sur le criminel comme ennemi social, n'est-ce pas? Comment, en d'autres mots, s'entrelacent ces différents efforts de résistance et de répression. On peut penser aux manifestations sur les campus récents, parce qu'il y a ici toute une continuité entre crime et peine, et résistance et répression. Après les atrocités du 7 octobre, et puis les représailles disproportionnées contre la population de Gaza, qui ont conduit à des manifestations sur les campus, comme vous savez bien, notamment à Columbia, qui ont été ensuite criminalisées, n'est-ce pas? Donc la répression s'est faite à travers le pénal et la discipline universitaire, réprimée en tant que violation du droit pénal, intrusion, n'est-ce pas? Trespassing, obstruction d'une fonction gouvernementale, par exemple, effraction criminelle, right? Qui conduit donc à des sanctions, à la cour pénale, aux institutions punitives de l'université. Et encore une fois, la sanction et la répression découlent du fait qu'il y a des délits, n'est-ce pas? C'est les délits qui justifient l'appel à la police et les arrestations qui se sont faites, n'est-ce pas? Encore une fois, ça passe par le pénal. Donc il faudrait étudier les continuités ainsi que les discontinuités, les disjonctions. Parce que la sanction, en fait, elle fait beaucoup plus que simplement punir pour des délits. C'est tout le propos, bien sûr, de Marx dans Les vols de bois. Dans le contexte contemporain, c'est faire taire une critique de l'action de l'État qui permettrait peut-être à ce dernier de prendre plus de pouvoir sur un territoire ou un autre. C'est ces disjonctions qui brisent le lien entre le crime et la punition, de sorte que bientôt on voit parfaitement dans le contexte du vol des bois la déconnexion. Les fonctions pénales servent à atteindre d'autres objectifs, des objectifs politiques. Et bien sûr, il y a une longue histoire là. Dans Surveiller et punir, au tout début de Surveiller et punir, il y a ce passage important
Il a fini de présenter un peu sa méthode. Et à la page 29, là, du grand livre de Rushin Kirchheimer, on peut retenir un certain nombre de repères essentiels. Donc vous connaissez, enfin je vous ai déjà parlé, je pense, du livre de Rushin Kirchheimer. Vous le connaissez, le livre de Rushin Kirchheimer? C'est un livre qui s'appelle Punishment and Social Structure, la peine et la structure sociale, publié en 1939 par Georg Rusch et Otto Kirchheimer, qui faisait partie, qui faisait partie de l'Institut de recherche sociale de Francfort, exilé aux États-Unis, à Columbia. Et c'est une étude remarquable sur la pénalité qui essaye de démontrer en fait que l'histoire de la pénalité a été l'histoire d'essayer de gérer le travail, de gérer labor, que c'était plutôt au sujet de labor supply que se faisait toute l'incarcération. Okay? Développer toute une branche de criminologie qui s'appelle l'hypothèse Rushin-Kirchheimer, qui essaie d'analyser comment les prisons et les changements de population de prison correspondent à des changements de besoins de travail dans la société. Okay? C'est un travail brillant, néo-marxiste bien sûr, dans lequel ils ont mon passage favori, c'est en fait quand ils regardent la punition en France sous Louis XIV et la transportation et les galères, et ils retrouvent toute cette documentation où les administrateurs du roi écrivent aux procureurs pénaux des différentes provinces pour leur dire « On a besoin d'hommes pour les galères. Est-ce que vous pourriez condamner plus de personnes, s'il vous plaît, parce qu'on a un problème, on n'a pas assez de personnes pour nos galères. » Et il y a des passages où il y a des lettres qui sont écrites des procureurs à l'administration royale qui disent « Vous serez heureux de savoir qu'on a condamné 20 hommes aux galères aujourd'hui, comme vous avez demandé, etc. » Donc on voit très bien que, bon, je veux dire, c'est la peine, les galères, c'était quelque chose d'autre que le crime, c'était toute une économie politique. Et donc, Foucault se fait référence à ce grand livre, du grand livre de Rushin Kirchheimer. On peut retenir un certain nombre de repères essentiels. Se faire d'abord de l'illusion que la pénalité est avant tout, sinon exclusivement, une manière de réprimer les délits, et que dans ce rôle, selon les formes sociales, les systèmes politiques ou les croyances, elle peut être sévère ou indulgente, etc. Right? Se défaire de l'illusion que la pénalité est avant tout une manière de réprimer les délits. Alors, Foucault fonde son travail sur cette prémisse, et il aurait pu parler du texte de Marx, parce que c'est exactement ce que le texte de Marx, c'est comme ça que ça fonctionne, ce texte. Tout comme le texte de Foucault fonctionne de cette manière aujourd'hui, n'est-ce pas? Surveiller et punir, ce n'est pas au sujet du crime, c'est au sujet du développement de tout un pouvoir disciplinaire. Right? La pénalité a une fonction. Et comme je vous proposais, c'est toute une continuation de travail qu'on retrouve aussi dans W.E.B. Du Bois, Black Reconstruction in America, qui déconstruit les codes noirs de la période antebellum pour montrer comme ils ont servi à réétablir des formes d'esclavage. Ça traverse le travail de Angela Davis, qui nous écrit de la maison d'arrêt de Marin County en 1971
pour nous révéler la nature politique du droit pénal, pour déconstruire la distinction entre les prisonniers de droit commun et les prisonniers politiques. Ça traverse George Jackson, Soledad Brothers, qui démontre vraiment la nature politique de la prison et qui nous mènerait aujourd'hui donc au mouvement actuel pour l'abolition mené par de brillants théoriciennes critiques, Angela Davis, Miriam Kaba, Beth Ritchie, Dorothy Roberts, Derica Purnell, Amna Akbar, Ruth Wilson Gilmore, Jocelyn Simonson, Allegra MacLeod, dont je vous ai donné un article, et qui s'appuie donc sur cette tradition critique pour déconstruire le lien entre crime et pénalité. Ça sera, j'y reviendrai dans une minute, ce sera donc notre premier élément à développer ici. Finalement, la quatrième dimension est temporelle, et la question qui se pose ici, c'est comment ces événements, qu'il s'agisse d'actes de résistance ou d'actes de répression, comment est-ce qu'ils font histoire ? Sont-ils des anticipations? Sont-ils liés? Est-ce qu'il y a continuité entre les soulèvements? Est-ce qu'on peut penser que de nombreux soulèvements du XVIIIe siècle ont mené à la Révolution française? Encore une fois, le Brumaire de Marx sera important ici. Cette idée de la vieille taupe qu'il utilise, tirée de Hamlet, vous vous rappelez, de Shakespeare, bien sûr, et aussi des leçons sur l'histoire de la philosophie de Hegel, la vieille taupe qui s'enfonce jusqu'à l'acharnement pour ensuite percer la croûte terrestre lorsque le travail sera terminé et qu'il y aura donc succès à la Révolution. Bon, alors, 4 dimensions donc du travail qui ressort de cette confrontation de Marx et de Foucault. Alors, je voulais parler de 2 orientations qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Premièrement, donc, l'abolitionnisme et deuxièmement, la question du commun. Alors, donc, sur l'abolitionnisme, dans la conférence que j'avais donnée au Collège de France en mai et que je vous ai donné le lien, j'avais essayé de tracer comment la rupture du lien entre crime et châtiment conduit à une théorie abolitionniste. Okay, j'avais fait ce trajet, je ne vais pas le refaire, à travers Du Bois, Ruschen-Kirchheimer, Davis, Jackson, Foucault, aux abolitionnistes modernes. J'aimerais aller aujourd'hui au-delà de ce point, donc je pense que c'est important et que ça vaut la peine d'y retourner, mais vous pouvez le faire en ligne. La question c'est, est-ce que l'analyse foucaldienne des illégalismes pourrait nous mettre sur la voie d'une transformation du paradigme de la punition? Et comment? Et je pense qu'en fait, tout ce qu'il a développé sur les illégalismes et particulièrement sur cette idée d'une économie générale des illégalismes ou d'une économie politique des illégalismes pourrait être très utile aujourd'hui et pourrait nous mener dans la direction abolitionniste. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, j'espère que vous avez bien compris ce qu'il a en tête quand il parle d'illégalisme dans la société punitive, éventuellement dans surveiller et punir. Rapidement, juste pour qu'on ait tous les mêmes bases. Alors, l'idée, c'est que la loi elle-même, les questions juridiques, les questions pénaux, forment le milieu, le contexte des luttes sociales. Okay? C'est le contexte de négociation, de combat agonistique, de compétition sur la définition même de ce qu'est légal et illégal.
c'est tout ce domaine un peu à l'ombre qui sépare les déviations, le désordre, la violation des normes, des règles, l'interprétation des règles, d'un côté donc le flou et d'un autre côté l'illégalité et la sanction. Foucault a donc élaboré toute une théorie qu'on va penser à travers l'idée d'une économie politique, toute une théorie de cet illégalisme. Il les développe en 3 étapes. D'abord, disons, tout au long du XVIIIe siècle, les illégalismes sont répartis entre les différentes strates de la société, les différentes classes pratiques des jeux stratégiques, à l'interstice du droit. Tous les groupes sociaux, la classe populaire, mais aussi les marchands, les propriétaires, etc. Ils essayent d'échapper aux taxes, ils vendent un peu le blé quand il est vert, ils sous-estiment ce qu'ils ont récolté. Bon, c'est toutes des formes d'illégalisme contre un peu des déviances à l'égard de la monarchie, okay, qui fonctionnent ensemble. Okay. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a la rupture vers la fin de l'Ancien Régime. Et donc les illégalismes commencent à être perçus comme une menace, un danger pour les marchands, pour les aristocrates, enfin qui ne le sont plus, pour les bourgeois, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là, par exemple, que le frère de Bentham, Samuel, qui lui invente le panopticon, il l'invente en Russie, il travaille pour des aristocrates russes, il invente le panopticon pour discipliner les travailleurs, n'est-ce pas ? Et donc Bentham, il prendra cette idée de son frère pour imaginer la manière dont on peut utiliser les panopticons dans toute manière, dans tous les domaines, que ce soit la prison, les écoles, etc., n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que il y a des formes d'illégalisme qu'il faut arrêter. Le fait, par exemple, qu'un travailleur ne travaille pas pour 1 heure quand il ou elle est compensé pour 1 heure est une forme de vol pour les propriétaires, n'est-ce pas ? Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a tellement de surveillance, par exemple dans le contexte de Amazon, right? Dans les warehouses à Amazon, tout est réglementé, on sait exactement où chaque individu est parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes plus que normal, parce que sinon c'est une déviation. Donc c'est vraiment toutes ces formes de contrôle, parce que l'accumulation de la richesse commence à rendre les illégalismes populaires moins utiles qu'ils n'étaient avant, voire dangereux aux bourgeois. Avant, c'était utile dans la lutte contre la monarchie, mais maintenant, tout d'un coup, selon cette histoire un peu formulée, mais enfin, cette histoire, c'est tout d'un coup, ça devient un risque pour les marchands, pour les propriétaires, pour les bourgeois. Et donc, finalement, Foucault identifie ensuite ce 3e moment, un tournant vers la sanction pénale. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle, les classes commerçantes s'emparent des mécanismes de la justice pénale pour mettre fin à ces illégalismes populaires. Des dissipations de leur temps, de leur corps, les forces de travailleurs, la répression de l'absentéisme, du retard, de la paresse, de la fête, de la débauche, du nomadisme, etc. Okay? Et il y a ce dialogue fictif qui est merveilleux dans la société punitive où la classe populaire demande
bourgeois, pourquoi est-ce que tout d'un coup vous nous pénalisez comme ça? Avant, on travaillait ensemble, on se comprenait, on fonctionnait bien sûr. C'est le 28 février, c'est la page 160 du gros volume. Les coachs populaires transfèrent au corps même de la richesse les techniques et peuvent répondre à la bourgeoisie. Ils demandent à la bourgeoisie, est-ce que nous n'avons pas ensemble violé la loi, pillé les richesses? À quoi la bourgeoisie répond que sous l'Ancien Régime, on s'en prenait à des règles, à des lois, à des abus injustifiables, et qu'il s'agissait alors de pouvoir, donc de politique. Tandis que maintenant, on s'en prend à des choses, à des propriétés, par conséquent, au droit commun, au droit naturel. Autrefois, on s'attaquait à des abus de pouvoir. Maintenant, en violant le droit, on manifeste un défaut de morale. Okay? Et donc, c'est la moralisation, right? La moralisation de la classe populaire. Et dans son texte, il avait ajouté, il ne le dit pas, il dit « Allez et faites pénitence right? ». C'est la bourgeoisie, il dit « Allez et faites pénitence pour vos actes de délinquance right? ». Et ça, c'est la naissance de la prison, right? À travers la moralisation. Bon, ok. Bon, vous avez compris tout ça, j'espère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette idée d'une économie politique des illégalismes? Alors là, je crois qu'il faut regarder Surveiller et punir, plutôt, le chapitre illégalisme et délinquance, pour bien comprendre ce qu'est cette économie générale des illégalismes. Qu'est-ce qu'il a en tête? Ce qu'il propose, en fait, c'est que cette économie générale, en fait, ce n'est pas pour éliminer la criminalité, mais c'est pour gérer les illégalismes d'une manière profitable. L'objet n'est pas d'éliminer les illégalismes, c'est de les gérer, de les distribuer, de les masser d'une manière qui profite aux plus privilégiés. La régulation des illégalismes servirait à fixer des limites, il nous dit, à faire pression, à exclure, à manipuler. Je crois qu'on est à la page 277, où il écrit « La pénalité serait alors une manière de gérer les illégalismes, de dessiner les limites de tolérance, de donner du champ à certains, de faire pression sur d'autres, d'en exclure une partie, d'en rendre utile une autre, de neutraliser ceux-ci, de tirer profit de cela. Bref, la pénalité ne réprimerait pas purement et simplement les illégalismes, elle les différencierait, elle en assurerait l'économie générale. Et si on peut parler d'une justice de classe, ce n'est pas seulement parce que la loi elle-même ou la manière de l'appliquer servent les intérêts d'une classe, c'est que toute la gestion différentielle des illégalismes par l'intermédiaire de la pénalité fait partie de ces mécanismes de domination. OK? All right. Donc, encore une fois, c'est comme la peine n'est pas là pour éliminer le crime, mais pour faire quelque chose d'autre. Cette économie générale des illégalismes est là pour faire quelque chose d'autre. Elle permet de mettre à part, c'est ça la page 280, de placer en pleine lumière, d'organiser comme un milieu relativement clos mais pénétrable. Elle contribue à mettre en place un illégalisme voyant, marqué, irréducible à un certain niveau ou secrètement utile. N'est-ce pas? Foucault prend l'exemple des illégalismes autour du travail sexuel, du travail de sexe, commercial sex, prostitution, etc. Et là, on entend très bien exactement ce qu'il est en train ce qu'il essaye de démontrer.
Ça, c'est à la page 284-85. Il dit la mise en place de réseaux de prostitution au XIXe siècle est caractéristique à ce sujet. Okay? Contrôle de police, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas en train d'éliminer la prostitution. C'est pas ça. C'est pas l'idée d'éliminer la prostitution. C'est de gérer ce monde. Cela permet de canaliser, de récupérer par toute une série d'intermédiaires les énormes profits sur un plaisir sexuel qu'une moralisation quotidienne de plus en plus insistante vouait à une demi-clandestinité et rendait naturellement coûteux. Donc c'est un moyen de gérer ce monde de la prostitution, n'est-ce pas? Et on pourrait penser à tous les domaines de la réglementation des vices, particulièrement aujourd'hui, bien sûr, des drogues, de l'alcool, de la pornographie, des jeux d'argent, n'est-ce pas? Dans chaque domaine pourrait être étudié pour comprendre les formes de réglementation qui sont utilisées, non pas pour éliminer, mais pour gérer et pour en tirer profit, n'est-ce pas? Les jeux de hasard, par exemple, ça c'est un endroit où l'État est devenu qui participe énormément. Donc la loterie, les loteries nationales, les loteries d'État. Vous savez, au XVIIIe siècle, le gambling, les jeux d'argent, les jeux de ils étaient c'était un déficit moral. Il y avait tous des efforts d'éliminer les jeux d'hasard à travers la moralisation, de rendre ça quelque chose d'immoral. Mais à un certain moment, l'État a compris, en fait, que ça valait beaucoup plus la peine, en fait, de participer et de contrôler ce domaine. Parce qu'en fait, on peut se faire beaucoup d'argent. C'est en fait Casanova qui a inventé, vous savez, Casanova ici, le grand Casanova qui a inventé la loterie en France, qui a proposé la loterie en France comme moyen de soulever des fonds. Mais aux États-Unis, tous les États qui autrefois moralisaient, criminalisaient tous les jeux d'argent, maintenant ils s'impliquent dedans. Donc ils ont leurs propres loteries. Ils deviennent monopolistes en fait. C'est différent du domaine de l'alcool, par exemple, qui est réglementé d'une manière très différente. L'alcool et les drogues, on pourrait penser, pourraient être réglementés de la même manière, en fait. Ils sont réglementés de manière très différente. Pourquoi? Parce que c'est des économies générales de ces illégalismes, n'est-ce pas? Donne-moi une seconde, j'arrive. L'alcool, qui a été bien sûr criminalisé, prohibé aux États-Unis pendant une certaine période, en fait, qui sera ensuite décriminalisé. Dans certains États aux États-Unis, la vente d'alcool se fait seulement à travers des établissements d'État, n'est-ce pas? On réglemente ça très peu maintenant. On réglemente à travers la conduite en état d'ivresse, par exemple. Donc on trouve des autres moyens pour réglementer ça. La prostitution devient légalisée dans certains endroits, criminalisée dans d'autres, licenciée dans certains endroits, comme le Las Vegas. Ils ont développé tout un système de licenciement qui implique aussi toute une forme différente de réglementation, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que quand il y a licenciement, ensuite il y a il y a une certaine médicalisation qui peut être avantageuse pour la population, mais qui est très différente de ce qu'il y a dans le contexte de la criminalisation des Red Light Districts. Les drogues aussi maintenant, vaste question de la légalisation. L'État aujourd'hui, l'État français qui
qui aimeraient s'approprier des taxes, en fait, qui seraient au cannabis. C'est des milliards d'euros qui leur échappent parce que le cannabis est un marché noir. Right? Mais tout ça, c'est donc tout ceci sont des formes d'économie générale d'illégalisme. Et il faut les étudier pour comprendre comment, en fait, se fait des formes de résistance, mais aussi des formes de gouvernementalité dans chacun de ces endroits, comment ça mène à la surveillance policière, à la surveillance et comment est-ce que la surveillance policière n'est pas là simplement pour réprimer, mais pour fonctionner, pour avoir un fonctionnement social, n'est-ce pas, pour récupérer des renseignements, pour connaître les communautés, etc., n'est-ce pas? Et puis j'arrive, les formes les méthodes policières, comme par exemple le Broken Windows Policing, qui ont été très populaires pendant les années 90 aux États-Unis, pendant les années 2000, toute une théorie que si on s'attaque, si on essaye d'éliminer les petits désordres, les grands crimes ne se passeront pas. Une illusion, une fantaisie. Mais c'était en fait un moyen d'avoir la police dans la communauté, de faire des fouilles, des arrêts, d'avoir plus de contacts et de faire toute une économie générale des illégalismes, en fait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça ne réduisait pas les taux de crime. En fait, c'était un moyen d'infiltrer la population. Stop and frisk à New York aussi, c'était un autre moyen qui se faisait particulièrement 95%, 85% dans les communautés afro-américaines de New York. C'était un moyen de connaître tout le monde. Pour le policier, d'arrêter quelqu'un, faire une petite fouille et d'avoir un contact, de pouvoir faire pression, solliciter des informations, etc. Donc gérer toute une population. Vas-y, Grégoire, pardon. En fait, ma question c'était sur la prohibition, du coup vous y avez répondu. Ok, parfait. Ok. Alors, comment est-ce qu'on pourrait refaire cette économie générale? Comment est-ce qu'on pourrait y penser nous-mêmes? Et ici, je pense que c'est là où les abolitionnistes féministes particulièrement sont les plus avant-gardes, les plus intéressantes. Je pense à Mariame Kaba par exemple, mais d'autres aussi, Angela Davis, Abolition Feminism Now. Et dans l'article de Allegra McLeod que je vous ai donné, vous verrez dans cet article Envisioning Abolition Democracy, elle décrit un expériment avec la justice transformative. Et c'était une situation où il y avait une allégation d'agression sexuelle à l'intérieur d'une organisation abolitionniste. L'organisation s'appelait Black Youth Project, s'appelle Black Youth Project 100, c'est à Chicago, BYP 100, Chicago. Et une personne était victime, et la personne accusée, ils étaient tous deux membres de cette organisation Black Youth Project 100. La personne qui ne voulait pas porter plainte à la police, ne voulait pas impliquer la police dans cette situation, et a demandé à l'organisation d'essayer de résoudre, d'adresser, de faire quelque chose pour cette situation, pour elle.
l'organisation s'est donc délibérément abstenue de s'adresser à la police ou à l'application du droit pénal, et ils ont créé leur propre processus pour répondre à l'allégation. L'organisation a convoqué ce qu'ils ont appelé un processus de responsabilité communautaire, ce que McLeod appelle un processus de justice transformative pour faire face aux préjudices subis. Ils ont travaillé pendant une quinzaine de mois. Ils ont entouré à la fois la personne qui avait été, qui a porté plainte, qui avait été victimisée. Enfin, c'est difficile. Les mots sont difficiles ici parce que who was harmed, qui a été préjudicé, je pense, harmed. Et d'autre part, une équipe pour entourer la personne qui a été accusée d'avoir commis cet acte de non-consentement. Éventuellement, après beaucoup de travail, ils ont pu réunir les deux parties, ainsi que des facilitateurs de la justice transformative, dans le but de remédier aux préjudices allégués sans impliquer les forces de loi. L'idée, c'était, comme McLeod dit, de réaliser des engagements critiques à l'échelle locale en tant que politique de préfiguration dans lesquelles les participants cherchent, par leur propre choix et relations, à préfigurer le type de monde dans lequel ils souhaiteraient vivre. Alors, ils ont eu donc... et ils ont aussi mis en place des conseils pour essayer d'anticiper des incidents futurs. Ils ont créé un conseil de guérison, de sécurité, qui se réunirait chaque fois qu'il y aurait une allégation de mauvaise conduite. Ils ont aussi créé des manuels, un manual, Stay Woke, Stay Whole, Black Activist Manual, pour aider à prévenir et à traiter les préjudices futurs. Donc, alors, et donc, beaucoup du abolition feminism s'est développé dans le contexte de survival programs. Mariame Kaba elle-même explique qu'elle a fait face elle-même, qu'elle a été victime elle-même de sexual violence and domestic violence, et que le travail qu'ils essayent de faire, c'est de créer une économie générale qui est différente de l'économie générale qui existe aujourd'hui, de la police, des tribunaux, du pénal. Okay? Bien sûr, c'est compliqué. Ce sont des expériments, ce sont des efforts de créer, de préfigurer un autre monde. Dans ce livre, We Do This Till We Free Us, Mariame Kaba parle particulièrement du fait que même parmi les abolitionnistes féministes, il y a beaucoup de réactions différentes à ces efforts, particulièrement dans le contexte de R. Kelly. Elle écrit le musicien R. Kelly qui s'est fait condamner pour acte de viol. Beaucoup d'abolitionnistes se disaient bon, je suis abolitionniste, mais là je suis content de le voir en prison. Enfin, on comprend ça, je veux dire. C'est le désir pour certaines personnes, par exemple, de les voir en prison. C'est très dur, même pour les abolitionnistes.
Et, euh, et donc, elle s'adresse à cette question-là exactement dans son chapitre Transformer la punition, Transforming Punishment. What is accountability without punishment? Okay? C'est vraiment très, très important. Il me semble qu'il faut marcher avec eux, qu'il faut essayer de marcher dans leur pas, d'essayer de comprendre, parce que c'est facile de dire non, hein. Mais il faut essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il s'agit notamment de créer de la responsabilité. C'est pas donc l'idée, c'est pas simplement qu'il n'y ait pas responsabilité des acteurs, n'est-ce pas? En fait, leur critique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de responsabilité aujourd'hui. En d'autres mots, le point de départ, c'est de dire oui, si vous pensez que la réponse, c'est de les mettre en tôle, disons, R. Kelly, etc., pourquoi est-ce que ça ne marche pas, hein? C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est le système qu'on a aujourd'hui. La prison, système pénal, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Okay? Donc, si vous demandez pourquoi vous n'allez pas réussir à éviter ça, mais demandez-vous premièrement, ou la première chose que vous devriez vous demander, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas aujourd'hui? Okay? Parce que c'est votre système qui existe aujourd'hui. Right? Alors, de là, c'est ensuite une manière de penser où on essaye de trouver des autres manières, d'avoir plus d'attention aux survivants, par exemple. Parce qu'un des grands problèmes, c'est... là, je parle dans le contexte américain, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais la plupart des personnes qui sont victimes et qui rentrent dans ce processus pénal se retrouvent et se ressentent revictimisées par tout le processus, comme si le processus n'avait pas en vision d'essayer d'adresser leur vie et leurs réactions, leurs émotions, etc. Ce qu'ils essayent de créer à travers ces méthodes, c'est tout un système qui ne cible pas seulement l'individu qui est accusé, mais tous les systèmes sociaux, les réseaux sociaux qui ont facilité ou qui rendent possible, en d'autres mots, qui rendent possible, et d'essayer de s'attaquer donc dans le contexte de R. Kelly, par exemple, il parle beaucoup de tout le système des record executives et de toute l'économie politique de la musique aujourd'hui dans ce contexte-là. Et les record executives qui bénéficient et facilitent la possibilité de préjudice. Il parle d'autres conséquences, de penser à d'autres conséquences. Pourrait inclure, ils disent, la restriction de l'accès à des groupes ou des espaces spécifiques, ou l'inéligibilité à des postes de direction, ou également l'obligation de présenter ses excuses publiques. Bon, ils essayent de penser à tout ce qui pourrait transformer et pas simplement incapaciter l'individu qui est accusé. D'essayer de comprendre comment tout le monde
social, comment les, les, le monde, par exemple, de la pornographie courante faciliterait des abus. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment transformer la société, right? Plutôt que d'essayer de se tourner simplement au pénal, right? Et je pense qu'on pourrait penser, qu'on pourrait imaginer ici que c'est toute une réglementation de l'économie politique différente. Qu'il faudrait essayer d'étudier, de comprendre, mais aussi d'expérimenter, n'est-ce pas? Donc c'est là où la pratique chez Marx, la pratique dans la thèse de Feuerbach, dans ce cycle qui retourne toujours à travers la pratique. Et je m'excuse, excusez-moi, je croyais vous avoir envoyé tout la dernière fois. J'ai reçu un email qui me disait que ça n'a pas passé parce que c'était trop lourd. Donc vous n'avez pas eu mon graphe. Ok, j'essaierai de vous le renvoyer. Ok. Sympa m'a dit que c'était trop grand. Donc voilà. Ok. Mais l'idée est que tout devrait repasser par la pratique, n'est-ce pas? C'est ça, je pense, qu'ils sont en train de faire pour pouvoir comprendre, mais aussi agir. Right? Donc, c'est des expériments ils font beaucoup d'autres expériments aussi. Dans le contexte, à Chicago, par exemple, il y a eu beaucoup de tortures policières. Enfin, il y avait un corporal qui était un tortionnaire complètement, quoi, et John Burgess. Et ils ont essayé de faire toute une manière de reconciliation, un peu comme en Afrique du Sud avec Truth and Reconciliation Commission. Ils ont essayé de faire un Truth and Reconciliation Commission à Chicago pour essayer de comprendre comment de quoi avait-il besoin en fait pour se récupérer de cette situation. Et c'était pas simplement que le type se trouve pénalisé. Je crois pas que John Burgess a été pénalisé. Je me rappelle plus, mais ils avaient besoin de beaucoup plus que ça. Et ce sont ces autres formes avec lesquelles ils expérimentent. Et je pense que toutes ces expérimentations, on peut, d'une certaine manière, ils sont liés à cette idée de réimaginer ce que serait l'économie politique, réimaginer ce que serait, par exemple, l'économie politique du consentement aujourd'hui. Right? Bon, alors ça c'est un premier point où je pense que tout le travail de relire Marx et Foucault en lecture croisée pourrait nous mener. Le deuxième, rapidement, c'est The Common. Toutes les théories du Common. C'est une question? Ouais, vas-y. Comment est-ce qu'on peut imaginer les cas où on transforme la société? Moi, je pense à Hannah Arendt et qu'on a dit que dans race et pensée de race, qu'on peut créer toute une bibliothèque, toute une archive de réputation pour montrer pourquoi il ne faut pas avoir de la haine, pourquoi nos idéologies sont des idéologies et pas la vérité, mais à la base, c'est l'émotion qui provoque la haine contre les races, contre les minorités. Et alors, c'est très pessimiste qu'on peut voir une archive qui nous explique toute une histoire et puis on ne réagit pas, on ne tourne pas notre tête, on garde notre haine. Alors si on a une base d'émotion, comment transformer les sociétés pour
pour, je ne sais pas si on en est, Ouais. si on pense que Ouais. Non, c'est toute la question. Hein. C'est toute la question. Elle a une réponse que vous n'allez pas aimer. Et elle-même, elle est pas complètement contente avec, mais une chose elle répète plusieurs fois, c'est en anglais. Pardon, j'essaie de trouver parce que c'est un peu bon, c'est elle qui dit ça. Elle dit abolition isn't about your fucking emotions. Ok, elle le dit à plusieurs instances. Là, j'ai pas la page exactement, mais elle commence par là pour dire bon ben il faut qu'on pense plus qu'aux émotions. Mais je pense que ce mouvement de justice transformatrice qui est différent que la justice restaurative. La justice restaurative se situe beaucoup plus dans le monde pénal déjà. Mais ici, c'est pas dans le monde pénal. Mais je pense que ça sort aussi d'un mouvement. Enfin, disons que there's a family resemblance à la Wittgenstein avec therapeutic jurisprudence qui existait dans les années 90, qui existe encore aujourd'hui, mais c'est tout un mouvement therapeutic jurisprudence. Je pense qu'il y aurait une dimension thérapeutique qui doit faire partie de tout ce panoplie de propositions qu'ils ont. Hein. Bien qu'elles disent, il faut se balayer de ça, je crois on ne peut pas. Et du reste, c'est tout son travail, je veux dire, tout son travail, comme vous le lirez si vous lisez ce livre, c'est elle-même, elle a été victime of sexual abuse, sexual violence, et les gens viennent à la fois des autres personnes qui ont été victimes et des personnes qui sont accusées viennent chez elles pour qu'elles les aident à comprendre ce dont ils ont besoin. Et certainement, ce dont ils ont besoin, en partie, c'est tout des questions d'émotion. Donc je pense que ce serait peut-être à travers des côtés thérapeutiques, mais ouais. OK. All right. Alors, sur le commun, je crois que cette idée d'économie générale des illégalismes pourrait aussi servir d'incitation à repenser les rapports de propriété vers le commun. Donc, concept que vous connaissez probablement avec les écrits de Pierre Dardot et Christian Laval, leur livre Les communs, leur ouvrage commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, ou bien le livre de Hart and Negri, Commonwealth, ou bien Michael Hart and Tony Negri, Commonwealth, ou bien Assembly. Je vous ai donné Assembly chapitre 6, c'est en ligne, donc vous pouvez le lire vous-même. Alors, l'économie générale des illégalismes, c'est certainement le lieu dans lequel circulent les rapports de propriété, n'est-ce pas ? C'est la régulation non seulement du crime et de la peine, mais aussi des rapports de propriété. C'est ce que Michael Zifaras nous expliquait live, mais aussi dans son texte, dans ces deux textes que je vous ai donnés, qui sont sur le syllabus. C'est, bien sûr, sous le couvert du droit pénal, c'est toute une structure de droit de propriété qui est redéfinie. Et donc, la loi sur les vols de bois redéfinit ce que veut dire à qui appartient l'arbre qui pousse, à qui appartient le bois mort de l'arbre, qui a le droit de passer sur le terrain, tous ces privilèges, comment ils sont répartis, constituent-ils un ensemble cohérent, par exemple, la propriété privée
du propriétaire, right? Ou bien est-ce que c'est de multiples privilèges différents, n'est-ce pas? Privilège des pauvres de prendre du bois mort, même sur une propriété dite privée. All right? Alors, bien sûr, ça c'est les questions de fond, les vraies questions que l'Assemblée provinciale rhénale abordait sous couvert de sanctions pénales. C'était vraiment, ils étaient en train d'aborder les questions de propriété privée et de la création d'un marché de bois, n'est-ce pas, au 19e siècle. Et donc en s'opposant donc au régime de propriété de pénalité que l'Assemblée édicté, on pourrait imaginer, expérimenter avec d'autres. Et c'est là l'idée du commun au singulier, pas simplement les commons, l'espace commun au milieu de la ville sur lequel on peut mettre ses brebis ou des choses comme ça. Non, c'est plutôt l'idée du commun pour régler ces relations qui seraient des relations de propriété. Hardt-Negri propose à la page 85 du texte que je vous ai mis en ligne, Assembly, les droits du commun, c'est-à-dire l'accès ouvert et égal à la richesse, ainsi que des procédures de prise de décision démocratique. Donc, accès ouvert et égal à la richesse avec des procédures de prise de décision démocratique. Et notez qu'il tente de développer ici une idée qui est très distincte du socialisme. C'est pas ça qu'ils essayent de développer. Du reste, c'est leur foil. It's a foil. La propriété privée d'un côté, le socialisme de l'autre, sont des choses contre lesquelles ils sont en train de développer leurs idées. Pour eux, les régimes socialistes maintiennent le pouvoir de la propriété et l'accumulent dans les mains de l'État. Alors par contre, eux, ils s'appuient maintenant, donc il y a un peu une élaboration de leur pensée. C'était pas dans le Commonwealth, mais dans l'Assembly. Ils s'appuient sur les American Legal Realism et Critical Legal Studies, qui comprennent que la propriété est en fait un ensemble de droits et de relations de propriété, crée des droits de souveraineté et crée des droits de souveraineté sur les autres. Les American Legal Realists avaient mobilisé ces idées pour soutenir le New Deal. Les Critical Legal Studies avaient proposé ces modèles ou bien soutenu ces idées pour proposer des modèles innovants comme des coopératives à participation limitée pour les logements abordables. Bon. Par contre, Hardt-Negri veulent un régime commun, régi par un processus démocratique. Donc pas simplement des innovations comme des coopératives, ils veulent le commun. Et je pense qu'on pourrait penser à ça comme une émanation de la ligne Marx-Foucault qu'on est en train d'étudier. Marx, bien sûr, avait des autres idées sur le droit. J'ai essayé de les décrire dans mon introduction. Il y avait le droit coutumier, comme vous savez, un droit coutumier pour la pauvreté, pour les pauvres, qui aurait été quelque chose qui avait un élément assez de droit naturel, presque, ou intuition. Par contre, c'est pas du tout ce qu'ils essayent de développer, Hardt-Negri. Ils proposent un commun qui est pour eux opposé à la propriété. C'est anti-propriété. Okay? C'est pas une nouvelle forme de propriété, mais plutôt une non-propriété. Okay? Et il s'appuie aussi sur les travaux de Elinor Ostrom, qui a essayé de démontrer que tout le travail empirique sur la tragédie des biens communs est plein de sophismes et ne nécessite pas de propriété privée ou publique, qu'il pourrait y avoir un arrangement de propriété commune
autogérés dans lesquels les règles ont été conçues et modifiées par les participants eux-mêmes et sont également contrôlées et appliquées par eux. Ça, c'est Ostrom qui parle. Je pense qu'on pourrait explorer cette hypothèse. On pourrait éliminer, en fait, le mot propriété. Peut-être que le problème, en fait, ça a été le mot propriété. Parce qu'en fait, propriété, ce ne sont que des intérêts matériels. Tous les intérêts matériels sont, en fait, ce qu'on appelle propriété, ou deviennent ce qu'on appelle propriété. Que ce soit les biens, les terrains, les biens immobiliers, les maisons, les appartements, les voitures, les équipements, les outils, les machines, les intellectual property, les marques, les copyrights, les livres, les poèmes, tout ça, en fait, c'est des éléments qui représentent des intérêts matériels qui font l'objet de revendications concurrentes en matière d'utilisation et de jouissance. Et ce sont des efforts de les utiliser et d'en jouir temporairement ou durablement. Traditionnellement, on parle de toutes ces revendications comme étant des revendications sur la propriété, que ce soit propriété réelle ou intellectuelle, mais en fait, c'est simplement des revendications sur des intérêts matériels. Et à chaque fois, ce ne sont pas simplement une masse unifiée, cohérente, d'une chose, mais ce sont, à chaque coup, les intérêts matériaux peuvent être répartis de manière différente et n'ont pas besoin d'être unifiés dans une chose qui serait une propriété privée. Alors, je crois que pour penser correctement à l'organisation économique, il faudrait désambiguer les différentes dimensions des intérêts matériels. Bien sûr, le droit romain fait ça avec des concepts comme usus, fructus, abusus, donc le fait quelqu'un peut user de la propriété sans qu'elle soit sa propre propriété, ou bundle of sticks, c'est ce que les American Legal Realists ont parlé, des bundle of sticks qu'on peut défaire et donner des droits à d'autres personnes. Pour comprendre tous les intérêts matériels, je crois qu'il faut penser au sujet qui agit, il faut penser aux objets dont on parle, il faut penser aux actions sur les intérêts matériels. Sujet, parce que ça peut être, ces intérêts matériaux peuvent être quelque chose qui intéresse une personne, une famille, un partenariat, une collection de groupes, une société, un État, un peuple, right? Il existe des objets différents d'intérêt matériel, des biens immobiliers, des articles personnels, des biens immatériels, intellectual property, des modes de production, des biens financiers. Et puis ensuite, il y a un large éventail d'actions qui peuvent être effectuées en ce qui concerne les sujets et les objets. On peut utiliser la terre pour l'agriculture ou simplement pour la traverser, des questions d'utilisation, construire des bâtiments sur la terre, ou une maison ou un bâtiment, une construction. La terre, le bâtiment peuvent être pensés séparément et le sont souvent. On peut bâtir une maison sur une souveraineté aux États-Unis, ça se fait par exemple, sur une souveraineté indigène, Native American tribe on a reservation. On peut bâtir une maison, louer, et ça n'a rien à faire avec la terre qui appartient to the tribe. On peut tirer des revenus de l'exploitation de la terre, donc jouir des fruits sans avoir possession de l'arbre, par exemple. Donc,
il faut tout penser à ces trois séries, sujet, objet, action, comme étant des éléments de base qui permettraient ensuite de comprendre comment réaliser des projets pour un commun. Et ce serait là le point de départ, un point important de départ, pour essayer ensuite de comprendre comment on pourrait, d'une manière démocratique, imaginer la répartition de ces différents éléments. Et à chaque fois, il faudrait être très précis, bien sûr, sur qui est-ce qui peut faire quoi, avec quoi. Mais l'idée, ce serait d'essayer de répartir ces intérêts matériaux selon une décision démocratique. Et c'est ça leur idée de commun. Ce serait une idée qui serait au-delà simplement des coopératives, disons, des coopératives des travailleurs. En fait, on pourrait penser ça à une étape ultérieure à la coopération. Ce serait la prise de décision démocratique sur la répartition des intérêts matériels. Ce serait une économie générale. Non pas, enfin, ce serait une économie générale des illégalismes, mais ce serait l'autre côté de cette pièce, n'est-ce pas? Chez Marx, il y a toute l'économie politique de la répression des illégalismes, mais il y a tout le côté propriété privée, n'est-ce pas? Il y a le pénal d'un côté, de l'autre côté de la pièce, c'est tout le droit à la propriété. Et donc, de la même manière, on pourrait essayer donc de créer, à travers des manières démocratiques, des règles du jeu en ce qui concerne l'utilisation, les bénéfices, la production, la jouissance, la destruction, c'est aussi important, d'intérêts matériaux. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir s'il s'agit en fait de formes de démocratisation, je pense. À la fois en ce qui concerne l'abolition et en ce qui concerne cette idée du commun, je pense qu'il faudrait qu'on pose la question de si ce de quoi on parle, en fait, ce sont des élargissements de la démocratie ou du mode démocratique. Alors, vous savez, quand on parle de la démocratie, on se limite le plus souvent à la politique, aux élections, n'est-ce pas? Donc le monde politique de la démocratie. Quand on parle de coopérative de travailleurs, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est d'élargir la démocratie. C'est d'imaginer la démocratie dans le contexte du travail. Le travail est rarement démocratique. C'est toujours une hiérarchie, enfin, sauf pour une coopérative où il y a voix égale des membres de la coopérative qui décident ensemble les choix. La plupart de l'emploi ne respectent pas du tout l'impulse démocratique. Ce sont des hiérarchies, on a des patrons, on a des travailleurs, etc. Les coopératives et les formes de coopératives qui existent, coopératives de travailleurs, coopératives, des mutuelles d'assurance, les crédits bancaires, crédits agricoles, etc., sont des efforts de démocratisation. Right? Je pense que, en fait, on pourrait penser à l'abolition comme une forme de démocratisation du social et
au commun comme une forme de démocratisation, d'élargissement de démocratisation de ce qu'on appelait la propriété. Je pense que ce serait peut-être le social aussi, la vie commune, partager la terre. Et donc, il se peut qu'on pourrait penser à ces deux domaines comme étant des élargissements de la démocratie pour mettre entre les mains la prise de décision. Alors, dans le même sens, je pense que ce qu'ils étaient en train de faire avec Black Youth Project 100, c'était une démocratisation de la sphère sociale. C'est d'essayer de trouver des moyens entre nous de résoudre les conflits plutôt que s'adresser donc au pénal. Bien sûr, il y a des risques. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui se passe si la prise de décision démocratique englobe un monde punitif, n'est-ce pas? Et je veux dire, on va voir ce qui se passe avec les élections aux États-Unis, mais c'est dur de dire que c'est une démocratie avec la manière dont l'argent fonctionne dans les élections américaines. Bon, on peut se poser la question, mais c'est pas impossible qu'il y ait du populisme de droite qui en fait nous ramène à un système punitif, qui nous ramène à la peine de mort, par exemple, en Europe. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si les résultats de cette démocratisation, élargissement de démocratisation, se finit par un retranchement vers les méthodes de punition, de propriété privée, etc. Dans ce contexte-là, je dirais, j'avais essayé de développer la notion de démocratie abolitionniste dans le livre Coopération, dans le dernier chapitre. L'idée, c'était que le concept de démocratie ne se résume pas à la règle de la majorité, mais qu'il doit y avoir des guardrails substantifs, ce qui est très rare. On n'utilise jamais, on ne parle jamais, on ne pense jamais à des limites substantives à la démocratie, parce qu'on pense toujours que c'est un processus plutôt que c'est simplement un processus, une manière de décider. Mais il me semble que, en fait, pour avoir une notion plus robuste de la démocratie, il faut que ce soit une démocratie qui valorise l'égalité, la solidarité, qui s'éloigne des formes de domination et d'oppression. On ne peut pas parler d'une démocratie aux États-Unis avant la fin de l'esclavage, par exemple. Bien sûr, on en parle tout le temps. L'Amérique, c'est une vieille démocratie qui date depuis 200, je ne sais pas quoi, mais non, on ne peut pas dire que c'était une démocratie quand il y avait de l'esclavage. Ce n'est pas une démocratie. Donc il faut avoir des limites substantives, en fait. Right? Et il me semble qu'on pourrait avoir une limite qui serait cette notion de démocratie abolitionniste, où il y aurait certaines contraintes en termes d'égalité et de solidarité. Mais, encore une fois, il s'agirait de faire ça à travers la pratique, n'est-ce pas? C'est des expériments, des expériences en pratique. Ce seraient des utopies concrètes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'en fait, des formes de coopératives, quand elles sont bien gérées, quand elles sont vraiment coopératives, sont des utopies concrètes, parce que c'est des expériments
alternatives au monde qui existe. Ce sont des lieux où il y a possibilité de transformer nos conceptions de démocratie, de propriété, etc. Il faut la pratique pour essayer d'expérimenter avec ces différentes méthodes. Il n'y a pas de réponse à la crainte et au risque que ces formes de démocratie, même si elles étaient abolitionnistes, ne se retournent pas contre les idéaux qui leur ont donné peut-être naissance. Dans ce sens-là, je ne pense pas à un monde de progrès linéaire, comme j'avais dit au début, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ou 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Quand on pense aux utopies concrètes, ce sont des expériments qui peuvent durer pour une période et puis qui peuvent se dissoudre, qui peuvent disparaître. Mais je pense qu'en fait, il faut se rappeler que ces expériments c'est pas simplement de l'idéalisme et ils ne sont pas simplement utopiques. Et il faut se rappeler que, en fait, on pourrait c'était assez inconcevable il y a quelques siècles que l'Europe entière, par exemple, n'aurait pas la peine de mort. Assez inconcevable. Et aujourd'hui, aucun pays européen dans l'Union européenne peut avoir la peine de mort. En fait, c'est une condition d'entrée dans l'Union européenne qu'il n'y ait pas la peine de mort. Mais c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. La même chose avec l'esclavage aux États-Unis. On n'aurait pu jamais imaginer que ce pays, si on était au XVIIIe siècle, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il n'y aurait pas d'esclavage aux États-Unis. Il y a des transformations, donc c'est pas pour. Mais l'idée, c'est que on pourrait imaginer un jour sans système pénal. Et ce sont ces expériments qui créent la possibilité, je pense, qui préfigurent la possibilité d'une société sans peine, sans pénal, sans punition, mais avec par contre la coopération. On pourrait imaginer un monde, c'est inimaginable, mais un monde où on gère les intérêts matériels d'une manière équitable, démocratique. Ça va arriver. Ça arrivera. C'est pas concevable que quelqu'un comme Elon Musk peut donner $1 million chaque jour à un voteur en Pennsylvanie, peut accumuler des sommes d'argent comme ça. C'est pas concevable, ça va pas durer. Bon, écoutez, j'ai trop parlé, excusez-moi. Si vous voulez continuer, si vous voulez parler, on peut aller prendre un pot ensemble, et puis au coin là. Et puis sinon, je crois qu'on se revoit donc en décembre. Alors en décembre, il y a pas mal qui se passe. Il y a des journées Foucault à la Sorbonne. Je
je vais vous donner toutes les indications. Le 12, le 13, il y a des journées, on est en train de préparer des journées Foucault-Nietzsche. Le Nietzsche de Foucault, ce sera le 17-18 décembre. Donc il y aura pas mal de trucs qui se passent et puis ensuite on se rassemblera aussi. OK? All right. Merci à vous. Merci en ligne. Vous avez mis vos noms dans le chat, j'espère. Oui. Oui, parfait. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.